Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Live de l'expert sur la thématique de l'implication du management dans la santé au travail de votre entreprise. Je suis aujourd'hui en compagnie de Catherine Stoll, coach thérapeute. Bonjour Catherine. Et de Virginie Bessou, consultante expert en santé au travail. Bonjour Virginie. Bonjour. Aujourd'hui, les risques psychosociaux sont-ils toujours d'actualité ou est-ce un phénomène qui tend à se résorber ? Alors plus que jamais, en même temps je crois qu'il est important de rappeler l'historique. 2009, l'actualité des suicides chez Orange et dans d'autres grandes entreprises contraint en fait le ministère du Travail à mettre en place un plan de prévention sur la gestion du stress. D'accord ? Plan qui est structuré autour de quelques éléments. L'incitation à signer des accords d'entreprise sur le sujet, sur la problématique des risques psychosociaux. Accords qui sont signés. D'ailleurs, depuis 2010, on a référencé 234 accords sur le site du ministère du Travail, dont 250 plans d'action. Incitation et information, outillage par le biais d'un site internet sur le site justement du ministère du Travail. Développement d'actions à destination des PME, des PMI pour les accompagner sur des repères, de l'outillage sur le sujet. Et puis la création dernièrement d'une cellule dédiée au plan d'urgence qui s'est rapprochée en fait du directeur général du travail. Et du coup, depuis la mise en place de ces actions, y a-t-il eu des changements majeurs ? Alors, pas vraiment de changement majeur, puisqu'on est quand même sur un changement de paradigme, mais changer de paradigme, c'est long. Par contre, on a une véritable conscientisation, effectivement, de l'ensemble des acteurs qui sont concernés aujourd'hui, et les plans d'accompagnement et de formation participent activement à la prise de conscience. Et dans le cadre de ces plans d'action, on voit souvent que les managers sont au cœur de la prévention. Pour quelles raisons ? Alors, la première, il faut savoir par exemple que 30 à 40% des cadres déclarent être stressés. On a une moyenne de 28% sur l'ensemble des collaborateurs des entreprises françaises. Donc c'est énorme. Alors effectivement, c'est une cible sensible. Pourquoi c'est une cible sensible ? Parce qu'ils sont les premiers à être concernés, touchés par les plans de réorganisation, les changements, les fusions, les demandes contradictoires, et avec la difficulté de faire avec les moyens qu'ils ont. Donc, ils sont stressés à part entière. Ils ont une double position puisqu'ils sont aussi potentiellement des stresseurs. Leur pratique managériale peut être à l'origine de situations toxiques pour l'ensemble des collaborateurs. Donc ils doivent agir sur ces pratiques managériales. Ils ont une autre casquette aussi, c'est que leur proximité leur confère un positionnement aussi d'observateur du stress de leurs collaborateurs et donc d'alerte. Donc c'est très compliqué pour eux. Très compliqué parce que ils ont toujours le sentiment que la prévention des risques psychosociaux est hors de leur champ d'action, alors qu'il est intégré à part entière en fait, dans leur pratique managériale. Donc c'est toujours difficile pour eux de faire cette introspection et de réfléchir sur le sens qu'ils donnent au travail de leurs collaborateurs, y compris du leur. Ils vont demander très souvent de l'outillage à un problème, une solution clé en main. Ce qui est difficile, c'est justement aujourd'hui d'outiller. On est sur des logiques humaines, donc c'est très compliqué d'outiller les managers avec des recettes sur cette thématique. Concrètement, justement, de quel levier d'action les managers disposent-ils pour prévenir ou combattre les risques psychosociaux ? Quand on parle de qualité de vie au travail et de santé au travail, on a trop tendance à limiter les actions possibles à l'amélioration de salles de repos, des salles de sport, des espaces détente, des pauses plus nombreuses, etc. J'ai envie de dire que ça, c'est la partie visible de l'iceberg, mais qu'en réalité, l'action, elle se porte sur le travail lui-même, l'espace de travail. Qui mieux que les managers connaît ses équipes et ses collaborateurs, qui connaît leurs difficultés, leurs marges de manœuvre, la manière dont ils effectuent le travail, les imprévus auxquels ils doivent faire face. Il est donc normal que ce soit le manager qui est en première ligne, qui est en phase avec ses équipes et qui, lui, connaît la manière dont ses équipes fonctionnent. Alors on peut définir le stress au travail comme un ensemble de tensions qui peuvent être régulées. Et le manager a la possibilité d'aller réguler ces tensions parce qu'elles sont au cœur même de l'activité. Alors comment va-t-il réguler ces tensions ? Il va les réguler en allant observer l'ensemble des actions qu'il a avec ses équipes. Alors ça peut être une action dans le domaine de la communication,
comment communique-t-il? Ça peut être une action dans le domaine de l'organisation, comment organise-t-il le travail? Comment répartit-il la charge entre les ressources dont il dispose et le travail qui est à réaliser, par exemple? Voilà les questions qu'il doit se poser pour aller agir à la source, en quelque sorte, et réduire ces tensions. Bien sûr, idéalement, on ne peut jamais les réduire totalement, hein, mais on va au moins faire en sorte de pouvoir les réduire de quelques pourcents, parce que quelques pourcents d'amélioration dans ce domaine au niveau de chaque manager, ça finit par faire un véritable mieux-être au travail. Alors, on pourrait effectivement penser que du coup, le manager a une forte responsabilité et qu'il est, il est seul par rapport à ce que vient de dire Catherine. Le manager n'est pas seul, il est accompagné dans la grande majorité des cas, dans le cadre des plans d'action, par un ensemble d'acteurs qui sont effectivement les DRH, les membres du CHSCT, dans certaines entreprises, les cellules de veille, etc. Il y a certains ballons qu'il prend et d'autres qui ne lui appartiennent pas. On a aussi les médecins du travail. Donc, le manager a une responsabilité qui est liée à sa pratique managériale. Quand ça sort de sa pratique managériale, il y a d'autres acteurs qui sont en jeu. Oui, on peut justement se poser la question de est-ce qu'on n'en demande pas trop au manager finalement et est-ce qu'on ne lui demande pas de développer des compétences psychologiques qu'il ne possède pas? Ben, c'est le grand piège dans lequel il ne faut pas qu'il tombe précisément. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour le manager de se transformer en psy. Il n'en a pas les compétences et ça pourrait même être totalement contre-productif. Donc en fait, ce qu'on lui demande, c'est d'abord d'être en vigilance, d'entamer le dialogue chaque fois que c'est nécessaire avec les personnes qui sont en détresse ou qu'il a repérées comme étant potentiellement en détresse, et à partir de là, d'orienter, d'être en mesure d'orienter quand il a estimé que sa compétence, son niveau de compétence à lui était atteint et qu'à un moment donné, il était nécessaire de passer la main. Autrement dit, il doit éviter le piège d'être soit dans l'indifférence à ce facteur humain, soit de se transformer en ce que j'appelle le manager nounou qu'il n'a pas à être. Il y a un aspect dans ce rôle de manager qui est très important et où là, justement, il peut agir, c'est sur la reconnaissance de ses salariés et de ses équipes. Vous savez qu'aujourd'hui, cette question de la reconnaissance au travail est vraiment devenue une question centrale. La plupart des salariés sont en demande et estiment qu'ils n'ont pas la reconnaissance à laquelle ils auraient droit. Cette reconnaissance, elle est liée au fait qu'il y a une autonomisation de plus en plus grande des équipes. On renforce la responsabilisation également des salariés et en retour, bien évidemment, les salariés demandent une reconnaissance. Une reconnaissance de quelle façon? Une reconnaissance de la personne. Quand un manager dit bonjour à ses équipes, il reconnaît la personne, il peut lui demander des nouvelles. Et là, il effectue cette démarche, sans le savoir, d'une certaine manière, de prévention des risques psychosociaux, mais aussi reconnaissance de la qualité du travail et des objectifs atteints. On peut se dire que s'interroger sur le rôle du manager en matière de santé au travail, c'est en réalité reposer la question de la définition du rôle du manager. Oui, alors ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que souvent quand on forme des managers, ils nous disent « mais vous nous avez fait une formation au management ». Oui, c'est réinterroger la responsabilité du manager qui, ces dernières années, a été plutôt le contrôlant, le régulateur du chiffre, de la performance, mais qui a oublié toute la partie effectivement humaine de la responsabilité managériale. Et quand je dis humaine, c'est prendre en compte le sens du projet que l'on construit avec son équipe. Donc c'est un manager qui est capable de donner ce sens, de responsabiliser son équipe sur un projet commun à partager ensemble et à construire ensemble. Deuxièmement, c'est effectivement un contrôlant, mais un contrôlant qui contrôle la réussite et la performance tout en s'assurant qu'effectivement ça se soit passé dans de très bonnes conditions, en tout cas dans les conditions les plus optimales. Donc c'est un manager effectivement qui favorise l'intelligence collective. Alors c'est le nouveau rôle du manager, mais quelque part c'est l'origine du management. Un mot de conclusion, peut-être un conseil à donner aux responsables ressources humaines pour mieux impliquer leur management? Je crois qu'il faut effectivement, dans un premier temps, leur permettre de décloisonner et de mettre de côté tout ce qui ne leur appartient pas, c'est-à-dire les facteurs de risque qui sont liés à la conjoncture de l'entreprise, c'est-à-dire les systèmes contre lesquels il ne peut rien.
On parle d'état de fait. L'organisation, la stratégie de l'entreprise, les choix RH, etc. Le manager a peu de pouvoir, a peu de levier d'action là-dessus. Donc c'est déjà leur apprendre à faire la part des choses, qu'est-ce qui est de l'ordre de la pratique managériale et qu'est-ce qui est de l'état de fait de l'entreprise. C'est important aussi de leur apprendre tout simplement à se chouchouter un peu, c'est-à-dire à prendre soin d'eux. Les managers ont tendance à mettre un peu sous le tapis leur propre stress, parfois à ne pas être du coup en mesure de l'identifier. C'est pas très bien porté pour un manager que de reconnaître son propre stress. Et pourtant, savoir l'identifier d'une certaine manière, c'est le prévenir, commencer à le prévenir, et c'est surtout éviter de le passer à ses propres équipes, parce que le stress, c'est quelque chose qui se communique. Donc cet aspect-là est important. Et puis également ne pas se culpabiliser. Le manager ne peut pas tout, hein, et il est important qu'à un moment donné, il soit en mesure de savoir où est sa place et de ne pas prendre tout sur ses épaules et de savoir passer le ballon aux professionnels des risques psychosociaux. Je pense qu'il est important aussi de leur permettre d'avoir de la liberté d'expression sur le sujet des risques psychosociaux, c'est-à-dire des cercles de parole, des groupes de parole dans lesquels ils peuvent effectivement exprimer des problématiques, les partager et, on parlait d'intelligence collective, construire justement les solutions qui peuvent être mises en œuvre dans l'entreprise. Les espaces de parole de type groupe de parole, hein, par exemple, ou retour sur expérience sont extrêmement importants dans la culture de la prévention du risque psychosocial, justement pour éviter cette solitude du manager. Et puis je finirai par un dernier conseil, mais qui me semble extrêmement important, qui est de dire aux RH qui organisent des actions d'accompagnement des managers de bien mettre en place des actions récurrentes, séquencées dans le temps, parce que pour nous, c'est la garantie effectivement d'un changement de paradigme et d'un changement de posture durable. Merci mesdames pour tous ces conseils et on se retrouve tout de suite pour une session en direct du live de l'expert avec Catherine et Virginie. Merci. Merci à vous.